Alors, on va revenir sur ces deux questions, notamment avec notre panel habituel de stratèges. Vous les connaissez, Christine Saint-Pierre, Gilles Duceppe, Farouk Karim, Rodolphe Usni. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Il s'en est passé des choses dans l'actualité cette semaine. On va en parler, évidemment. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire sur plein de sujets. D'abord, revenons sur ce fameux projet de loi qui a été adopté, cette fameuse mesure, ce cadeau de taxes pendant les fêtes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le NPD qui a fait le plus de gains cette semaine là-dessus, en obligeant le gouvernement à amputer le fameux projet de loi de toute la partie envoi de chèques, là, ce fameux chèque de 250 $. Alors, commençons, si vous voulez bien, par vous, Rodolphe. Tiens. Ben écoutez, moi je pense qu'il y avait énormément de cynisme dans la population. Je pense que les gens ont vu à travers le jeu, que ce soit des libéraux ou quoi que ce soit, d'acheter d'une certaine façon des votes. Est-ce que je serais prêt à dire que le NPD a fait un gain? Je ne pense pas, parce qu'il faut savoir que le Bloc québécois aussi ne voulait pas de ces chèques, le Parti conservateur ne voulait pas de ces chèques, et j'ai comme l'impression que ça redonne encore l'image que le NPD soutient le gouvernement libéral, ou en tout cas maintient au pouvoir le gouvernement libéral. Et cette image-là, M. Singh essaye en fait de prendre de la distance. Donc en votant encore une fois avec les libéraux, je ne pense pas en tout cas que ça l'aide à montrer qu'il est prêt à aller en élection. Farouk, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, M. Singh doit jouer sur deux tableaux. Il doit attirer des votes, évidemment, des conservateurs. Il est en arrière de 20 points. Mais il doit aussi faire attention de ne pas aliéner le vote libéral duquel il en aura besoin à la prochaine élection. La grande stratégie du NPD, c'est de coaliser le vote anticonservateur à la prochaine élection. On voit que le vote conservateur est en l'entour de 40-45 %. Donc, il y a de la marge pour coaliser le vote anticonservateur. Et donc, le NPD doit ménager la chèvre et le chou. Est-ce qu'il a gagné à cette session? Est-ce que ça va être un gain? Ça restera à voir dans la popularité de la mesure. On a vu beaucoup de gens qui étaient inquiets par rapport à la mesure. On a vu des commerçants qui étaient inquiets de comment on va appliquer cette mesure. S'il y a un gain politique à faire pour le NPD, je crois qu'il sera à faire le 14 février à minuit, une fois le souper de la Saint-Valentin fini. À minuit, Cendrillon, le chariot retourne en citrouille. La TPS va remonter. Par contre, M. Singh s'est engagé à maintenir de façon permanente ce congé de taxes, et peut-être c'est avec ça qu'il fera un gain politique. Ça va être à surveiller, effectivement, mais on aime l'image de la citrouille, Farouk. Gilles, est-ce qu'il y a un parti qui a été victorieux là-dedans? Est-ce que le Bloc a bien tiré son épingle du jeu? Je pense que oui, moi, parce que quand on regarde là, ce projet-là, quand j'ai entendu M. Boulris et Mme Martinez des libéraux nous dire tous les deux, vous faites pas souvent votre épicerie, pensez à ce qu'on sauve sa nourriture, mais la TPS s'applique pas à sa nourriture, c'est la plupart des choses qui sont en nourriture. J'ai entendu M. Boulris dire que c'est une taxe agressive, ce sont des partis sociaux-démocrates qui ont mis ça sur pied en Finlande, en Suède, en Norvège, en augmentant même la taxe de vente jusqu'à 25 %, puis en diminuant les impôts sur le revenu qui permettrait taux d'évasion fiscale, alors que quelqu'un qui achète une Mercedes doit payer sur la Mercedes. Là, en moyenne, les gens vont sauver en 2 mois 5,72 sur l'épicerie. Le millionnaire qui amène ses amis manger dans un grand restaurant avec un repas à 5 000 $ va sauver 250. C'est carrément aberrant, et les petites épiceries, les petits commerces, certains pensent même fermer pendant 2 mois, disant que ça va leur coûter trop cher que de s'adapter à ces mesures-là. Donc, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas un économiste qui a appuyé ça. C'est mal vu partout dans la population. Et moi, je pense que le NPD, avec les libéraux, vont finir par ne manger que du chou et je ne sais quoi, disait mon ami du NPD, là. Mais ils vont finir dans la même boîte. Ça leur nuit à tous les deux. Bon, Christine, est-ce que c'est votre opinion aussi dans tout ce débat-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti gagnant? Je ne crois pas. Ce que ça donne comme impression, c'est que le NPD est capable de faire chanter le gouvernement, est capable de le faire reculer. Il a réussi à faire scinder le projet de loi. Mais comme l'a dit si bien Gilles, ce congé de taxes, il va vraiment servir aux plus riches. Et il me semble que les plus riches, c'est pas très NPD, cela. Et on va voir des bouteilles de vin qui coûtent très, très cher. Bien, les gens qui vont se les payer, mais ce sont des gens qui ont les moyens de se les payer. Alors moi, je ne vois pas de gain pour
pour le NPD. Je vois un NPD qui essaie de faire chanter le gouvernement ou qui danse avec le gouvernement. Le NPD n'est pas prêt à aller en élection. Manifestement, Monsieur Trudeau n'est pas prêt ou veut faire survivre son gouvernement le plus longtemps possible. Mais je vais citer Clément Gignac, mon ancien collègue, mais qui est aujourd'hui sénateur. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion pour avoir imaginé ce cadeau du temps des fêtes? Et je pense pas que le gouvernement libéral a vu aussi toute la grogne qu'il allait susciter avec cette mesure-là. Ils l'ont vraiment mal joué et ils l'ont mal évalué auprès de la population. Il faut voir maintenant comment ça va se passer dans les commerces pendant cette période des fêtes fort achalandée. D'autant plus que le gouvernement, à part peut-être aller chercher des votes avec cette mesure-là, espérait aussi peut-être mettre fin à la fameuse paralysie. Ce n'est pas le cas, c'est raté. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant d'ici la fin de la session qui s'en vient à grands pas? Commençons par vous, Gilles, tiens. Ben, moi, je pense qu'il risque de se reproduire la même chose qui est arrivée pour ce congé de TPS pour 2 mois, c'est-à-dire que on interrompt pendant une journée pour voter un projet de loi. Ça pourrait être sur le 250. Je suis pas sûr que ça va venir, cependant, parce que c'est complètement ridicule que d'accorder ça aux personnes les mieux nanties. Mais il pourrait le faire sur d'autres sujets. Il y a un budget à venir. S'il y a quelques mesures qui plaisent moindrement au NPD pour empêcher qu'il y ait une élection, ils vont appuyer. Et sur le reste, je suis pas sûr que ça fait pas l'affaire des libéraux, moi, que de voir la Chambre ne pouvoir fonctionner pour pouvoir en accuser plus tard les conservateurs durant une campagne électorale et se rendre au mois d'octobre. Parti comme c'est là, j'ai l'impression que les libéraux, ça leur déplaît pas plus qu'il ne le faut que de voir la Chambre paralysée. Christine, est-ce que ça fait l'affaire des libéraux, à votre avis, cette situation-là qui perdure? Fort probablement. Et aussi, je suis pas certaine que dans le grand public ou dans la population, on se rend compte là, de ce qui se trame au Parlement à Ottawa. Si on dit que la Chambre ne peut pas fonctionner, ça n'empêche pas le reste du pays de fonctionner. Et effectivement, M. Trudeau a peut-être intérêt à ce que ça se poursuive. Le NPD va jouer aussi avec l'histoire du 250 $. Moi aussi, je pense que ça va être peut-être difficile de le ramener, mais en même temps, si le gouvernement le ramène, ben il faut qu'il le ramène en pensant aux personnes retraitées. Le NPD va jouer là-dessus, va encore une fois probablement faire chanter le gouvernement et réussir à obtenir ce gain. Mais est-ce que ça va lui donner des gains en bout de ligne dans les sondages? Moi, j'en doute. J'ai une forte impression que ce qu'on voit depuis des mois semble être en train de se souder et ça m'étonnerait que l'on voit un énorme changement dans les intentions de vote. Bon, revenons à cet autre sujet aussi très important cette semaine, cette menace de Donald Trump, qui n'est même pas en fonction encore, qui est juste président élu pour l'instant, d'imposer des tarifs douaniers de 25 % si le Canada ne répond pas à ses attentes en matière de surveillance aux frontières. Alors, il a suffi d'un tweet pour que tout le Canada se mette à trembler. Il y a Jean Charest, l'ancien premier ministre du Québec, qui a donné une entrevue à la presse et qui a dit, écoutez, il faut se calmer, notre réaction est excessive. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Farouk? Est-ce que notre réaction est excessive? Oui, d'habitude, la réputation canadienne est une réputation de calme, qui écoute, de prudent. Mais dans ce cas-ci, j'ai été surpris par la panique, notamment des premiers ministres provinciaux qui se sont emportés un après l'autre en proposant des trucs farfelus. Je dis, M. Ford veut commencer sa négo tout de suite en enlevant le Mexique. Pourquoi pas faire une liste de tous les trucs qu'on veut enlever en commençant les négociations? Je ne sais pas si M. Ford a déjà fait des négociations, mais ça m'apparaît bancal. Madame Smith qui parle des émissions, je veux faire partie de l'équipe Canada si on abolit le cap sur les émissions dans sa province. Le premier ministre de la Saskatchewan qui veut négocier lui-même un accord haut de ses 1 million d'habitants avec les États-Unis. Donc, très décousu. J'étais content de voir qu'au lendemain de la rencontre des premiers ministres, ça s'est calmé. Je ne sais pas s'il y a des premiers ministres qui ont vu des chiffres au courant de la soirée, mais les Canadiens semblent pas très apprécier le niveau de panique, je crois. Il serait beaucoup mieux de parler d'une seule voix, ce qui semble être le cas. Et autre chose aussi, ce que M. Charest soulignait, c'est que prenons le temps encore, là, M. Trump est même pas encore en place.
Il faudra voir aussi comment les États-Unis, entre eux, négocient. Il y a des équilibrages à faire à l'interne. Donc, prenons notre temps, préparons-nous, mais parlons d'une seule voix. Rodolphe, est-ce qu'on a abattu nos cartes un peu trop vite dans le jeu? Mais écoutez, moi je pense que ça reflète le problème qu'on a en tout cas en termes de légitimité du premier ministre. On voit que les premiers ministres des provinces, certains sont allés aux urnes il n'y a pas longtemps, ont été réconfirmés. On peut penser à Tim Houston cette semaine qui a regagné un gouvernement majoritaire. Scott Moe aussi est passé devant les urnes il n'y a pas longtemps. Et le problème, c'est que M. Trudeau est en fin de régime. Donc, je vois d'une certaine façon, c'est difficile pour les premiers ministres qui se sont fait d'une certaine façon enfoncer plusieurs éléments depuis que M. Trudeau est au pouvoir, ensuite vouloir se ranger derrière M. Trudeau en disant, écoutez, on est tous unis, parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas tous unis. M. Trudeau, concernant le pétrole et le gaz de l'Alberta, n'a jamais dit du bien du pétrole et du gaz de l'Alberta. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à M. Trudeau de s'asseoir avec une future administration Trump en vantant le pétrole et le gaz? Non. Et n'oublions pas que les autres enjeux que dans une négociation commerciale, on peut penser pour le Québec, par exemple, pour le bois d'œuvre ou la forêt ou d'autres provinces, c'est de compétences provinciales. Et c'est ça, en fait, qui fait un peu peur au premier ministre, c'est que c'est le fédéral qui va négocier sur peut-être surtout des éléments qui dépendent, en fait, de juridictions provinciales sans que M. Trudeau ait eu un mandat fort. Donc, moi, ce que je pense, c'est que pour mieux, en tout cas, repartir des bonnes bases de négociation à la fois au sein de la Fédération et avec les États-Unis, et c'est pas moi seulement qui le dis, l'ancien ministre John Manley l'a dit également, ayons des élections et que ce soit un premier ministre libéral ou que ce soit un premier ministre conservateur, qu'il ait un mandat fort des Canadiens. Il reste à peu près moins d'une minute. Christine et Gilles, chacun à peu près 30 secondes pour répondre à cette question-là. Est-ce que le premier ministre Trudeau devrait aller en élection dès maintenant pour pouvoir mieux négocier, pour que le prochain premier ministre puisse mieux négocier avec M. Trump? Il faudrait qu'il y ait des élections et que M. Trudeau se place peut-être au-dessus, là, c'est-à-dire qu'il place les intérêts du Canada au-dessus de ses intérêts personnels. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait des élections puisque le Canada, quand même, va recevoir aussi le G7 au mois de juin. Les premiers ministres des provinces sont en panique. Ils vont se rencontrer dans 2 semaines à Toronto, le Conseil de la Fédération. Alors, ça donne l'impression là que tout va mal, alors qu'on devrait se concentrer sur une négociation, une stratégie vis-à-vis des États-Unis. Merci. Gilles, on n'a pas le temps d'aller à vous. Je vous garantis que la prochaine fois, on vous réservera un peu plus de temps. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.